Voilà, bonjour à tous. Eh bien, voilà, c'est parti pour le ZCL de ce mercredi 24 octobre. J'espère que le temps sera un petit peu plus calme. On sera tout à l'heure avec Mendy comme d'habitude et aussi avec notre ami Keïsia Zourbabel. Bonjour. Bonjour. On va recevoir aujourd'hui Alain Plaisir, qui est le président du CIPA, le CIPA qui va organiser dans les jours qui viennent un colloque important politiquement. C'est peut-être l'actualité politique de cette rentrée d'après Cyclone. On va parler avec lui de ce colloque. On va recevoir JP Fronton, là c'est dans un domaine artistique, pour parler d'une manifestation culturelle et artistique de Rio, le duo comme on les appelle, ils seront en Guadeloupe cette semaine. Et puis comme d'habitude, notre chronique culturelle avec Martine Fazer, c'est vers 13h30, un petit peu plus tard, la chronique de décryptage de la communication avec Véronique qui viendra nous parler du slogan, ce qu'est un slogan, comment fonctionnent les slogans. Il y en a, croyez-moi, qui valent le coup d'être décryptés. Voilà un petit peu ce qui fait l'ouverture de ce journal. On va commencer tout de suite avec Keïsia. Sur le temps, je parlais de vigilance. On est encore en vert, rouge, bleu. On maintient la vigilance jaune pour forte pluie et orage donc sur notre archipel. Normalement, tout devrait bien se passer d'ici jeudi. Normalement, on devrait revenir au beau temps, donc au soleil. Mais pour le moment, il est prévu de fortes averses dans la nuit de mercredi à jeudi. On va suivre ça de très près. Sinon, on va parler politique tout de suite avec Alain Plaisir. Alain Plaisir, bonjour et merci d'être là. J'imagine que si le CIPA lance un colloque sur l'autonomie de notre pays, c'est que vous avez dû vous rendre compte qu'il ne se passait rien politiquement depuis plus de 2 ans ici. Oui, effectivement, mais en plus, nous pensons qu'il faut poser la question de l'autonomie. Oui. Il faut qu'il y ait un débat sur la question de l'autonomie parce qu'on se rend compte que ça va mal en Guadeloupe. Le chômage augmente, la violence augmente, les problèmes fondamentaux de la Guadeloupe ne sont pas réglés. Et nous posons la question du pouvoir guadeloupéen. Parce que même si nous sommes en décentralisation, il n'y a pas un véritable pouvoir guadeloupéen. Les élus n'ont pas de pouvoir, ils ont simplement le pouvoir de gérer un budget. Or, nous considérons que s'il n'y a pas un pouvoir autonome guadeloupéen, il n'y aura pas de développement puisque les décisions sont prises en France ou à Bruxelles. On va y revenir tout à l'heure pour entrer dans le vif du sujet, mais je vais avec vous voir un petit peu l'actualité. Il y a 2 jours, les pêcheurs de la Guadeloupe ont décidé de bloquer pratiquement le pays, de les voies principales, et vous avez sorti, le CIPA a sorti un communiqué où vous disiez en gros que finalement la pêche est en train de disparaître. Oui, tout à fait. D'après les règles européennes en tout cas. Hein. Oui, alors tout le monde peut le constater parce que de plus en plus, vous voyez dans les grandes surfaces du poisson surgelé, il vient du Pérou, il vient de Chine, et si on regarde les statistiques officielles, le poisson que nous consommons ne représente que 40% de la production. Oui. Donc il y a 60% du poisson vient de l'extérieur. Ouais. Et ce sont des poissons que nous mangeons traditionnellement, c'est le vivano, c'est le thon, c'est ce qui s'appelle chinchard, koulirou, balaou. Si on prend d'autres produits de la mer, il y a également même les lambis quelquefois viennent de l'extérieur. Les lambis aussi. Oui. Donc ce problème n'a pas tellement été évoqué. Le problème des importations et le problème de la concurrence avec les pays extérieurs. Alors cette concurrence, elle vient de quoi? Elle vient du fait que l'Union européenne signe des accords préférentiels avec des pays qui sont des producteurs comme nous. Donc c'est pour cette raison que le problème de fond qui n'a peut-être pas été évoqué par les pêcheurs, c'est que la Guadeloupe n'a pas de compétences en matière de pêche. Et la France même n'a pas de compétence, c'est l'Union européenne qui a une compétence en matière de pêche. Le droit de la mer, c'est ça? Oui, le droit de la mer. C'est-à-dire, prenons un exemple, il y a eu un accord de délimitation qui a été signé entre la Dominique et l'Union européenne. Des limitations pour la zone maritime. Et donc, c'est l'Union européenne qui fixe la politique en matière de pêche. Prenons un exemple, c'est l'Union européenne qui va dire que la flotte est trop importante, ce qui est dit maintenant, puisqu'en France, on est en train de protéger la ressource. Et comme nous sommes européens juridiquement, il ne faut pas augmenter les capacités de la flotte. Donc, c'est pour cette raison
que nos pêcheurs n'ont pas d'aide de l'Europe, puisque l'Europe ne veut pas qu'il y ait une augmentation de la flotte. Alors s'il y a des aides, évidemment, c'est pour qu'il y ait le comité des pêches aura de l'argent pour faire un site internet, il y aura quelques éléments de ce type, mais fondamentalement, l'Europe n'encourage pas la production de poissons en Guadeloupe. Alors, je vais vous donner une information, je ne sais pas si vous l'avez, ça vient du Conseil régional de la Guyane. Alors, il y a un conseiller qui dit depuis plusieurs semaines, les pêcheurs guadeloupéens manifestent publiquement leur souhait de venir pêcher dans les eaux du plateau continental guyanais. La journée 18 octobre, etc., a connu un point d'orgue dans cette démarche. Et le conseiller guyanais continue. Nous subissons déjà le pillage de bateaux provenant de pays voisins. Nous ne pouvons accepter maintenant que des navires battant pavillon français viennent exercer une concurrence officielle et déloyale à nos pêcheurs locaux. Guyanais qui dit ça. Tout à fait. Oui, mais c'est tout le problème parce qu'en réalité, la zone économique exclusive de la Guyane, c'est une zone économique exclusive de la France. Française, oui, théoriquement. Alors, si un Guadeloupéen, il est français, il peut très bien aller pêcher en Guyane. Oui, théoriquement. C'est pas un pays indépendant, c'est pas un pays qui a une compétence en matière de pêche, zone de délimitation de la ZR. C'est ça. C'est la France qui signe des accords. Or, vous verrez que la Guadeloupe a une zone économique exclusive, la Martinique aussi a une, et la Guyane a une. Donc, un Martiniquais... Et ils appartiennent tous à la France, c'est ça? À la France, tout à fait. Donc, si un Martiniquais veut aller dans les eaux territoriales de la France... il n'a pas à demander un passeport. Il n'a pas à demander un passeport. Bon, donc, c'est ça aussi que nous posons dans le colloque, la question du pouvoir guadeloupéen. Et donc... et puis il y a la question aussi, vous l'avez dit dans ce communiqué, les îles d'Aves du Venezuela qui restreignent un petit peu la zone économique guadeloupéenne, enfin franco-guadeloupéenne, on va dire comme ça. Oui. Alors beaucoup, puisque effectivement, vous avez raison, on a parlé de l'île d'Aves. Alors l'île d'Aves, c'est une île qui se trouve à peu près à 200 km de Basse-Terre. Donc c'est le sud-ouest. Et cette île-là a été cédée au Venezuela lors d'un accord de délimitation, un traité de délimitation qui a été signé en 1982. C'est pas si vieux que ça. Donc les anciens pêcheurs, j'ai discuté avec des Saint-Trois qui disent avant on allait pêcher là. Et là la mer est très poissonneuse. Et maintenant ils n'ont plus le droit. Ça veut dire que la zone qui pouvait être réservée à la Guadeloupe n'est plus. Parce que les Vénézuéliens, ils ne veulent pas qu'on aille pêcher dans leur zone. Parce que là, ce n'est pas la France. Là, c'est un pays indépendant. Et donc, il y a ça, un problème de la limitation de zones de pêche. Il y a un problème de l'Europe qui signe des accords de libre-échange avec nos concurrents, le Pérou, mais des pays qui sont très lointains, comme la Chine, qui nous vend du poisson. Donc, il y a un problème aussi qu'il n'y a pas une compétence fiscale. Parce que ce qui serait bien, c'est de pouvoir prélever une taxe sur les importations de poissons et de donner un complément de recettes aux pêcheurs. Ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire parce que nous n'avons pas de compétences fiscales. Tout à fait. La région n'a pas le droit de lever l'impôt. Voilà. Donc la région ne peut que gérer l'octroi de mer dans les conditions fixées par la France. Et donc c'est pour cette raison que le problème des pêcheurs, il dépasse la question de 400 000 euros, 1 million, parce qu'on donnera 1 million, c'est très bien, il y aura un soulagement pendant quelques temps et la problématique va revenir. Tout à fait, il y a un problème structurel. Déjà, il faut que les pêcheurs s'organisent, il faut qu'ils posent des vraies revendications par rapport peut-être à la région, mais la région n'a pas beaucoup de moyens. La région n'a qu'un moyen de faire du saupoudrage. Par contre, par rapport à la France, par rapport à l'Union européenne, par rapport à nos rapports avec des pays qui sont à 7000 km, il y a un vrai problème. Il faut qu'il y ait une compétence guadeloupéenne pour gérer la pêche, pour qu'on décide de donner des subventions ou de ne pas donner des subventions, qu'on puisse négocier avec nos voisins des zones de pêche. Donc tous ces problèmes-là relèvent d'un pouvoir guadeloupéen que nous n'avons pas. Alors précisément, on va entrer dans le dur. Vous le savez, la Martinique et la Guyane ont choisi de dépoussiérer un petit peu, je dis bien dépoussiérer, un statut qui n'a pas beaucoup changé au regard de ce qui se fait. La preuve la plus évidente, c'est que demain se passe en Guyane
les RUP. Et curieusement, mais la Guadeloupe va se retrouver avec la Guyane et la Martinique au même stade vis-à-vis du gouvernement français. Alors aujourd'hui aussi pas, vous lancez un débat sur l'autonomie en Guadeloupe. De votre point de vue, pourquoi la Guadeloupe et la Réunion sont restés figés dans leur situation actuelle, politiquement? Oui, alors la Réunion, c'est un cas à part que je ne connais pas trop bien. Je sais que pendant très longtemps, à Réunion, il y avait un mouvement autonomiste, il y avait des revendications. Avec Vergès. Avec Vergès. Je pense qu'ils décident d'un compromis. Ils décident de prendre le maximum de la France pour l'instant, et ensuite ils vont revenir à la question de l'autonomie, puisque à côté, l'île Maurice est indépendante. Donc forcément, l'histoire veut qu'ils posent la question de l'autonomie, peut-être même de l'indépendance. La Martinique et la Guyane ont fait un tout petit pas. Un petit pas, c'est-à-dire qu'ils ont mis fin à une aberration. L'aberration, c'est quoi? C'est que dans le même pays, il y ait à la fois une région et un département. Alors, il faut que les téléspectateurs sachent qu'une région en France coordonne l'action de plusieurs départements. Oui, tout à fait. Bon, alors qu'en Guadeloupe, vous avez une région et un département sur le même territoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va décider d'une manière très, très théorique de créer des compétences. La région, vous faites des lycées. Le conseil département, vous faites des collèges. La région, vous faites des routes départementales. La région, vous faites des routes nationales, entre guillemets. Donc, on crée des compétences artificielles. Et la conséquence, c'est que quand on veut régler un problème qui concerne toute la Guadeloupe, les gens qui sont au pouvoir actuellement disent « Ah, c'est pas moi, c'est pas ma compétence. Ah, l'eau, c'est pas ma compétence. L'eau, à la région, dit c'est pas ma compétence. Le conseil départemental dit c'est pas ma compétence. C'est la compétence des communautés de communes. Les communautés de communes disent ah mais c'est peut-être pas nous, c'est peut-être les communes. Et donc finalement, on arrive à une situation, une impasse. On arrive à une espèce de blocage. Alors que s'il y avait une assemblée unique, alors déjà ils ont fait un petit pas de ce sens, la Martinique et la Guyane, ils ont dit bon on va tout mettre ensemble et à partir du moment où il y aura tout ensemble, on pourra prendre des décisions. Donc c'est un pas, mais nous aussi pas, on veut aller beaucoup plus loin. On veut véritablement une autonomie, c'est-à-dire que nous ayons de nouvelles compétences, des compétences que la Martinique n'a pas et que la Guyane n'a pas, parce que la décentralisation c'est quoi? La décentralisation, ça a été un marché de dupes. On a donné des charges et pas des moyens. Voilà, on a dit faites les lycées, faites les collèges, faites régler le problème de l'eau, régler les problèmes, payer le RSA, tout ça. Bon. Et les dotations n'ont pas suivi. Donc, parce que pourquoi les dotations n'ont pas suivi? C'est l'État qui décide de compenser, mais compense de moins en moins. Alors que si on avait une compétence fiscale, on pourrait décider, à titre d'exemple, c'est ce qu'organise le CIPA. Nous sommes consommateurs guadeloupéens et c'est nous qui payons la TVA. La TVA rapporte 400 millions à l'État, la TVA en Guadeloupe. Pourquoi ce ne serait pas une recette de la Guadeloupe? Si c'est une recette de la Guadeloupe, ça change beaucoup de choses. Bon, nous payons des droits de douane à l'Europe. C'est une recette de l'Europe. Quand vous achetez une voiture japonaise ou une voiture coréenne, eh bien, vous payez un droit de douane de 10% sur la valeur de la marchandise et c'est une recette de l'Union européenne. Donc vous voyez qu'on ne maîtrise rien. On nous a dit, voilà, débrouillez-vous avec ça. On vous fait croire que vous avez des pouvoirs. En réalité, vous n'avez aucun pouvoir. Parce que même le pouvoir en matière de développement économique, effectivement, la région a un pouvoir en matière de développement économique, mais la région n'a pas un pouvoir en ce qui concerne la politique économique, ce qui est différent. Le point d'exemple, on a dit aux communes, vous allez maintenant gérer les agents. Ils sont fonctionnaires, c'est la France qui a décidé qu'ils sont fonctionnaires, mais c'est vous qui allez les payer. Et quand il y a une augmentation du point d'indice de la fonction publique, ce n'est pas décidé en Guadeloupe, c'est décidé en France. Donc vous subissez une politique qui se fait ailleurs et vous n'avez pas les moyens ni de contrôler cette politique, ni les moyens financiers de les mettre en œuvre. Alors, on a vu le cas de la Martinique et de la Guyane, reste Saint-Martin et Saint-Barthélemy qui étaient dans notre, on va dire, dans notre sphère, qui ont pris... des communes. Qui étaient des communes de la Guadeloupe, qui ont chacune décidé d'un sort différent, particulièrement en Saint-Martin, on a vu avec le dernier cyclone Irma, comment les choses, malgré tout, ne sont pas toujours réglées par la communauté
communauté saint-martinoise. Et puis il y a aussi le cas de Saint-Barth qui a évolué vers un PTOM. Alors, on a vu un premier schéma, deuxième schéma, ça se rapproche plus de ce que souhaiterait le CIPA pour la Guadeloupe? Oui, alors effectivement, vous avez parlé de Saint-Martin, qui est régi par l'article 74, oui, mais qui reste quand même une RUP, une région hydrographique. Donc, le droit communautaire s'applique à Saint-Martin. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a un changement, mais ce n'est pas un changement fondamental. Nous, ce qu'on veut, c'est que le droit communautaire, le droit européen ne s'applique pas. Et pour que le droit communautaire ne s'applique pas en Guadeloupe, il faut être hors du territoire douanier européen, c'est-à-dire être un PTOM, oui, comme la Saint-Barthélemy ou comme la Polynésie. Donc, pour répondre à votre question, on est beaucoup plus proche du statut de Saint-Barthélemy, parce que vous avez très bien vu lors du cyclone, oui, Saint-Barthélemy a dit la France, on n'a pas besoin de vous. Oui, bon, nous, de toute manière, nos caisses sont pleines, oui, parce que nous, on lève l'impôt. Tout à fait. Et donc, on va régler notre problème, on n'a pas besoin de vous. Et quelques temps après, Saint-Barthélemy a frété des bateaux pour aider Saint-Martin et même la Dominique. Tout à fait. Donc on est plus proche de Saint-Barthélemy. Bon, c'est pas un modèle pour nous non plus. On est aussi proche de la Polynésie, qui a un vrai statut d'autonomie avec un gouvernement qui a... et même un drapeau d'ailleurs. Un drapeau, des signes distinctifs, oui, qui peut participer aux compétitions internationales, qui a une maîtrise de sa zone exclusive maritime, qui a donc... qui a un contrôle de l'État a posteriori. Le représentant de l'État n'a pas beaucoup de pouvoir, simplement un pouvoir symbolique. C'est véritablement les Polynésiens qui décident de leur politique économique. Il y a un gouvernement local, c'est sûr. Il y a un gouvernement local. Oui. Il y a un gouvernement local, un vrai gouvernement, avec ce qu'on souhaite nous en Guadeloupe, c'est qu'il y ait une assemblée élue. Oui. Et un conseil exécutif. Oui. Parce que si vous prenez l'exemple de la Guadeloupe, c'est une aberration. Vous avez des gens qui sont élus à l'Assemblée régionale. Oui. Bon, ce sont des gens qui sont populaires. Oui. Parce que s'ils sont élus, ils sont populaires. Mais ce sont des porteurs de voix. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une compétence pour gérer le pays. Donc il faudrait des gens qui sont élus, qui délibèrent, qui votent les lois pays, parce que nous on est pour qu'il y ait des lois pays, et qui ait un gouvernement nommé par le gouvernement avec des gens qui ont la compétence pour gérer le pays. C'est-à-dire on peut avoir des élus, oui, on peut avoir des techniciens, on peut avoir des gens qui ont montré une capacité à gérer. Et c'est ça un gouvernement. Oui. Si vous prenez l'exemple du gouvernement français, oui, vous avez des gens qui n'ont jamais été élus, à commencer par le président. C'est la première fois qu'il est élu, c'est maintenant. Mais alors, l'autre question, et qui est peut-être la plus épineuse, Alain Plaisir, de savoir, est-ce que la classe politique que nous avons aujourd'hui est en possibilité, en mesure de pouvoir gérer ce pays, d'avoir une vision, parce que pas besoin d'être sorti de l'ENA pour se rendre compte qu'on vit au jour le jour dans ce pays. On ne sent pas réellement une vision prospective de nos élus, de ces gens qui sont au pouvoir. Quand vous parlez d'autonomie, ça signifie aussi renouvellement de la classe politique? Ah, ou bien on prend les mêmes, on recommence? Non, on ne peut pas prendre les mêmes, parce que les mêmes ont montré leur incapacité, premièrement, à comprendre la situation. Parce que quand ils vous parlent, ils font croire à la population qu'ils ont un pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir. Donc, ils ont une capacité à comprendre la situation, de faire une analyse globale des rapports qui existent dans le monde. Donc, je pense que l'autonomie doit provoquer un bouleversement politique, et qui est d'autres personnes. Mais peut-être que parmi ceux qui sont là, il y en a certains qui vont se convertir. Oui. Mais il faut quand même une autre classe politique, oui, pour mener notre politique. On ne peut pas changer en gardant les vieux habits, quoi. Il faut de nouveaux alors, habits. Quand vous faites ce colloque, vous invitez la classe politique, tous ces gens-là, est-ce qu'ils sont prêts à entendre aujourd'hui qu'ils sont incapables d'avoir une vision prospective pour leur pays et qu'ils ont pratiquement fait un constat de leur échec? Parce qu'aujourd'hui, poser la question de l'autonomie de la Guadeloupe, et même plus loin, poser la question de l'indépendance, c'est de dire aux Guadeloupéens, mais surtout à la classe politique, que vous n'avez été pas capable de faire sortir ce pays de sa situation. Je prends un exemple très simple. Nous avons reçu la semaine dernière le directeur du Pôle emploi, Stéphane Jules, qui nous disait que le chômage en Guadeloupe, c'est 23%. C'est le chiffre officiel. Ouais. Il est beaucoup plus... moi, je pense qu'il mérite un correctif. Le chiffre de l'IEDOM, je viens de regarder, là, c'était 24,5%. 24,5%, c'est énorme quand même. Voilà. Bon. Or, Alain Plaisir, vous le savez, tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui le savent, depuis plus de 40 ans, ce chiffre du chômage n'a jamais réussi à baisser, sauf en période électorale. Ça a augmenté. Il a augmenté. C'était il n'y a pas très longtemps.
électorale, on promet de l'emploi aux jeunes, on promet de l'emploi, etc. On prend le cas des jeunes, 53% des jeunes guadeloupéens de moins de 25 ans sont au chômage, diplômés ou pas. Alors, quelle va être l'impulsion qui va permettre de changer ça? Parce que si la classe politique n'a pas réussi, il faut bien trouver d'autres solutions. Ben justement, c'est pour ça qu'on provoque le débat. Oui. Parce que là, ça va être chaud ce débat. Hein? Bon, ben j'espère en tout cas que les choses vont être dites, que la population viendra écouter, la presse sera là aussi pour diffuser. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les partis politiques traditionnels disent ce qu'ils pensent. Oui. S'ils pensent que c'est très bien comme ça et qu'ils veulent qu'on continue dans cette voie, ils vont le dire. C'est pas votre point de vue, ça. C'est pas mon point de vue. Oui. Mon point de vue, il faut changer. C'est pour ça qu'on met la question de pouvoir guadeloupéen autonome. Il y a des gens qui représentent des associations syndicales, agricoles, patronales, parce qu'on a invité tout le monde. Oui. Donc il y aura un débat. Et nous, ce qu'on constate, parce qu'on a discuté quand même avec les gens, c'est qu'il y a une évolution quand même. Une évolution lente. Les gens n'osent pas franchir le pas, oui. Ceux qui sont là, hein, mais ils savent très bien, ils voient très bien qu'il y a une impasse. Parce qu'ils sont confrontés à la réalité. Alors, la réalité, c'est quoi? Les dotations de l'État baissent. Oui, avec Macron, n'en parlons pas, ça baisse de beaucoup. Les contrats aidés, il y aura de moins en moins. Mais ce n'est pas une solution de toute manière. Voilà, ce n'est pas une solution. Ils ont donné une rallonge mais pour 2017, oui. Mais rien n'est sûr pour 2018. Bon, donc, il y a une volonté de l'État de se désengager financièrement. Oui. Bon, donc, ils auront moins de moyens. Donc, comme ils auront moins de moyens, mais il faut qu'ils gèrent la situation, il faut qu'ils répondent aux problèmes du chômage, aux problèmes des jeunes, aux problèmes de tous les problèmes qu'ils posent ici. Donc forcément, s'ils ont un minimum de bon sens, ils se posent des questions. Et donc le débat est là pour accélérer la maturité, le fait que les gens réfléchissent et se posent des bonnes questions. Alors, c'est une question d'actualité. Hier, le GTG a fait une conférence de presse invitant toutes ces unions locales, toutes ces fédérations à une grande mobilisation. Et en fin de conférence de presse, M. Odomota a annoncé qu'il souhaitait rencontrer les autres organisations syndicales de la Guadeloupe. Et on a l'impression que, je ne veux pas dire que c'est un LKP bis qui se prépare, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a une grande colère chez les salariés de tous les niveaux. Vous étiez au LKP à l'époque. Est-ce que vous sentez que la situation sociale en Guadeloupe aujourd'hui n'est pas mieux au point de vue LKP, mais est suffisamment négative pour relancer les gens dans une mobilisation qui n'est pas peut-être souhaitable pour les entreprises. Et j'ajoute une deuxième question sur les deux dernières. J'ai eu l'occasion pendant les derniers mois d'assister à plusieurs conférences de presse du MEDEF et on a le sentiment, au moins dans la parole, que M. Blandin ne serait pas opposé à l'autonomie. Il nous a même dit, et je l'ai écrit quelque part, qu'il était un Guadeloupéen plus que français. Non, la dernière question, bon, effectivement, il fait partie des invités et ça fait partie des gens qui détiennent un pouvoir économique, en tout cas, et qui évoluent dans le bon sens, à mon avis. Concernant les syndicats, notamment le GTG, dans son rôle, c'est quoi? C'est défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Bon, donc, les travailleurs ont des problèmes de pouvoir d'achat, problème de conditions de travail, problème de licenciement. Bon. Mais jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas les syndicats qui ont fait une transformation politique. Oui. Parce que même dans les pays où, si on prend l'exemple de la France, il y a eu un mouvement syndical, si on remonte à l'histoire, le Front populaire, il y avait les syndicats qui ont manifesté, qui ont occupé les usines, mais à côté, il y avait des partis politiques, partis communistes, radicaux de gauche, des socialistes, qui ont été au pouvoir et qui ont mis en œuvre les revendications des salariés, les congés payés, etc. Donc, il faut que les syndicats manifestent, mais il ne faut pas que ce soit une révolte de plus. Parce que si c'est une révolte de plus, c'est un coup d'épée dans l'eau. On va les 200 € qu'on gagne et qu'on va dépenser chez Ayotte. On va recommencer dans un an, compagnie. S'il n'y a pas un projet politique, il n'y aura pas de transformation. Puisque, comme j'étais au LKP aussi, c'est moi qui ai mené les manifestations, les revendications pour les prix. Oui. Effectivement, on a fait baisser 200 produits. Mais ça a baissé pendant 6 mois. Et après, aujourd'hui, on est revenu. Parce que si vous n'avez pas le pouvoir politique, oui. Les revendications, vous gagnez, il faut passer votre temps à vous battre
pour qu'on ne vous reprenne pas vos acquis. Oui. Alors, donc, dernière partie de cette interview, comment ça va s'organiser ce colloque? Parce qu'on n'a pas dit le lieu, il va falloir maintenant dire le lieu. Les gens qui sont invités, on ne va pas tous les citer, mais on sait que la classe politique, d'une manière générale, les associations sont invitées. Concrètement, comment ça va s'organiser sous la bannière du SIPA? Alors, déjà, le jour, ça se passe samedi 4 novembre, oui, à la médiathèque Paul Mado à Bemao. Ensuite, ça va commencer à 8h30, voilà, l'accueil à 8h30, et on va commencer effectivement à 9h. À 9h, il y aura donc un mot du maire ou de son représentant, maire de Bemao. Ensuite, logiquement, je vais faire une intervention, puisque je suis le président du SIPA, je vais faire une intervention, et après, il y aura les partis politiques qui vont intervenir. Pas de mot de la région du Conseil général? Peut-être. Pas prévu. Non, enfin, je dis, c'est prévu dans le protocole? Je préfère ne pas trop dire, mais il est possible que le président du Conseil régional soit là. D'accord. Bon, il est fort possible qu'il soit là. Donc, je ne vais pas trop l'engager, mais il est fort possible qu'il soit là. Conseil départemental, non? Ben non, parce que ce qu'on a fait au départ, c'est que nous, on a voulu inviter les partis politiques. Pas les structures? Oui, parce que si on invitait un député, il faut inviter les 7. Oui, les 4, plus les 3. Plus les sénateurs. Donc, et on a quand même un temps limité. Donc, on a dit, on invite les partis politiques. Si on invite le PS et que le PS va envoyer la présidente du conseil départemental, le PS a le droit de le faire. Ben, nous, on ne peut pas inviter tout le monde, c'est impossible. Donc, on a invité les partis politiques, on a invité des syndicats, il y en a qui ont répondu, d'autres qui n'ont pas répondu. On a choisi un syndicat agricole le plus important à notre avis, historiquement, l'UPG. On a invité le MEDEF, on a invité le président du Conseil économique et social. Pas la CCI? Non, on n'a pas invité la CCI. On était obligé de faire des choix. Ensuite, ils étaient en pleine tourmente. Oui. Donc, on a invité à peu près... il y aura peut-être des gens qui seront déçus. On ne peut pas inviter tout le monde, mais on a invité à peu près les gens qui représentent... Est-ce que vous avez invité les organisations indépendantistes? Ah, bien sûr, puisqu'on a invité les partis politiques. On a invité tous les partis politiques, y compris les partis indépendantistes. Alors, les gens qui viendront auront le temps de parole, et c'est un débat ou en atelier, comment ça va fonctionner? Ouais, alors, les gens auront droit à 10 minutes de temps de parole. D'accord. Et on souhaite qu'il y ait une intervention écrite. D'accord. C'est-à-dire que les gens peuvent parler, mais ils nous laissent une intervention écrite. Ensuite, il y aura un débat, mais qui ne sera pas long. Oui. Il y aura un débat de 45 minutes. Où les gens vont parler, mais peut-être même que les gens qui sont dans la salle, qui ne sont pas des intervenants, pourront peut-être poser des questions. Et l'après-midi, il y aura aussi un débat de 45 minutes. Mais le colloque, ce sont des interventions pour qu'on puisse faire une synthèse et dire aux autorités de l'État, de la France, de l'Union européenne, de la Guadeloupe, voilà ce que pensent les Guadeloupéens sur la question du pouvoir guadeloupéen. On a bien précisé, ce n'est pas un colloque, vous parlez de n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez de la question de pouvoir guadeloupéen autonome? Oui. Et les gens vont se positionner par rapport à ça. Les gens qui vont dire, effectivement, il faut qu'on ait de nouvelles compétences, il faut qu'on soit autonome. Peut-être qu'il y a des gens qui diront, c'est très bien comme ça, on continue. Mais on va dégager quand même une opinion qui reflète quand même les gens qui sont des leaders d'opinion. C'est la dernière question. Ça signifie qu'aujourd'hui, que le mot d'ordre du SIPA, c'est l'autonomie pour la Guadeloupe? Ah oui. Dès le départ, on a tout dit ça, l'autonomie pour la Guadeloupe. C'est-à-dire que nous, on veut de nouvelles compétences pour mettre en œuvre une nouvelle politique. D'ailleurs, SIPA, ça veut dire Comité d'initiative pour un projet politique alternatif. On pense qu'il faut mettre en place une autre politique économique. Et pour mettre en place une autre politique économique, il faut qu'on puisse mettre en place un pouvoir politique qui nous donne les moyens juridiques de mettre en place cette nouvelle politique économique. Merci donc Alain Plaisir. Donc le rendez-vous est pris 4 novembre. Ce sera à la médiathèque Paul Mado à Bemao. Et donc les gens qui nous regardent aujourd'hui ont une possibilité de s'inscrire encore ou bien on vient directement?
Les gens qui viennent pour suivre les débats peuvent venir, sans s'inscrire. Par contre, les organisations ont déjà donné leur accord, ont déjà certains envoyé leur contribution, donc on ne prend plus d'intervenants. Voilà, c'est fini pour cette première partie du ZCL. On va se retrouver tout à l'heure avec Mendy et Kessia pour le journal. Et puis, nos prochains invités seront là, notre chronique aussi. Pour l'instant, on prend une toute petite pause publicitaire et on se retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de ce ZCL en direct de C10 FM, 103 FM et RHT, Radio de Tension 89.8. Voilà, c'est dit. À tout à l'heure. Oui. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, c'est parti donc pour le retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT 89.8 et aussi le C10 FM sur la 103. Mendy est de retour, bonjour. Oui, bonjour Danick. Kessia est déjà là, bonjour. Oui, bonjour Danick. Voilà, tout de suite les titres de l'information avant de recevoir tout à l'heure notre duo qui est déjà sur place, Emma et Thibaut. Ils sont en spectacle 5 dates en Guadeloupe, on va en parler tout à l'heure. Oui, au cœur de l'actualité, en ce mercredi 25 octobre, nous vous l'annoncions hier, c'est donc la commission permanente donc, de la région qui s'est décentralisée à Terre-de-Bas, car vous le savez, il y a donc un bilan adressé après le passage de l'ouragan Maria. Nous parlerons également du projet Interreg Reka-Vaca. Ce projet vise donc à créer une dynamique autour de plusieurs acteurs de la filière cacao à l'échelle caribéenne. Une réunion s'est donc déroulée hier. Et enfin, nous terminerons avec ces images du déboulé sportif qui a eu lieu à Sainte-Anne, après Bémao, après le Gosier. C'est donc Sainte-Anne qui accueillait nos sportifs sous le son du Cap. Voilà donc pour les titres d'Annick. Voilà, eh bien, on va commencer tout de suite avec le journal et démarrer avec le premier titre. Cette commission du conseil régional qui s'est tenue hier, c'était à Terre-de-Bas. La semaine dernière, c'était le conseil général qui était à Terre-de-Bas, aussi à Terre-de-Haut. Et cette fois-ci, c'est la région qui est ici. Oui, effectivement. Donc hier, à Terre-de-Bas, la région a organisé une commission permanente décentralisée dans laquelle un financement a été acté. En effet, puisqu'une enveloppe de plus de 1 million d'euros a été octroyée à Terre-de-Bas afin de financer l'ensemble de leurs projets. Voyons tout cela. Reportage Charlie Dagonia. Subvention qui nous a promis de 1,1 million à peu près, mais c'est toujours un premier jet parce que nous allons avec les services de la région faire un engagement sur plusieurs années et avoir le service en continu de la région pour nous aider à monter nos projets futurs. Donc c'est un premier engagement de 1,1 million. N'oublions pas, la déchetterie c'est aussi du ressort de la région, c'est quand même près d'1 million d'euros également. Donc ce sont des subventions qui vont tomber et la région va nous aider énormément. Maintenant c'est nous à trouver le financement ailleurs. La population m'a fait confiance, je leur fais confiance et nous avons mis les mains à la pâte pour pouvoir faire avancer notre commune. Notre commune est plus ou moins propre, vous voyez, donc à l'approche des vacances de la Toussaint, elle va encore être plus propre. À l'approche de la saison touristique qui va avoir lieu bientôt, donc nous attendons effectivement quelques touristes qui viendront, des touristes d'engagement, des touristes qui sont habitués avec nous, qui viennent voir le pays comme ils l'ont toujours aimé avant. Donc il n'y aura pas de regret. Déjà suite au passage du cycle de l'ouragan, ce sont les routes qui ont été démontées, les terrains de sport, le port de pêche que nous avons vu en arrivant. Et c'est sur ces dossiers que nous allons tout de suite attaquer pour accompagner la municipalité. Et par la suite, sur d'autres dossiers que le maire doit nous présenter, comme je l'ai expliqué, le service technique et d'autres bâtiments où les toits sont partis. Il faudra conforter ces bâtiments. Et actuellement, nous sommes sur un site historique de poterie. Le projet nous a été présenté par le maire et par M. Saint-Luce, qui peut être un lieu touristique pour la Guadeloupe. Et je crois que c'est l'un des rares lieux dans l'outre-mer. Le projet est en train d'être monté où on faisait de la poterie, les esclaves travaillaient. Nous allons vraiment accompagner ce projet, car si nous voulons développer le tourisme, développer l'emploi, développer la croissance, c'est ce type de projet que nous devons accompagner financièrement.
Mais non, c'est pas moi. Voilà, 13h et presque 9 minutes. Et Mendy, on continue avec Cap Excellence qui faisait hier une manifestation avec la Caisse des dépôts. Oui, effectivement, Cap Excellence présentait donc le nouveau programme de rénovation urbaine concernant les villes des Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre. Et c'est dans ce cadre donc que le président a reçu hier au siège le directeur des réseaux des territoires de la Caisse des dépôts et des consignations, où là, une signature de convention a eu lieu, une signature de coopération financière et technique. On écoute donc Marc Abadi, qui est donc le président, le directeur donc des réseaux donc des caisses des dépôts. Un reportage d'Olivier Félix. La Caisse, c'est d'accompagner le développement des territoires, à la fois sur les grands projets d'infrastructure, les grands projets de services publics et en matière de développement économique. Et par ailleurs, nous sommes un intervenant maintenant depuis 20 ans en matière de politique de la ville. Donc toutes ces raisons font que nous avons travaillé pendant plusieurs mois avec Cap Excellence, qui a arrêté son programme global, son programme stratégique, son programme pluriannuel d'investissement. Et nous nous engageons effectivement à être à leur côté pour développer à la fois la politique de la ville, ça c'est le NPRU, un certain nombre de grands dossiers de services publics et notamment le sujet de l'eau, parce que je trouve, moi j'ai été en métropole directeur général d'une agence de l'eau, et avoir ces tours d'eau, ne pas avoir en permanence de l'eau potable au robinet, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut que tous les pouvoirs publics s'unissent, travaillent ensemble pour offrir à la population, mais aussi au secteur hôtellerie, restauration, les conditions pour avoir de l'eau en permanence. L'eau c'est la vie, comme on dit, on a tous appris ça en classe de 4e à l'école, et donc il faut effectivement que ce soit une réalité. Par ailleurs, sont évoqués dans ce document, qui est un document pluriannuel, qui nous engage à travailler ensemble, un certain nombre d'autres dossiers qui sont cités, qui vont concerner l'ensemble des services publics, l'eau, l'assainissement, j'en ai parlé. Bien entendu, nous sommes à la disposition de Cap Excellence sur le sujet très crucial pour une île et surtout pour la partie centrale de cette île des déchets. Les projets, bien entendu, là encore, mais il faut que ce soit discuté entre les collectivités en matière de transport et les projets de développement économique, parce qu'il faut effectivement créer de l'activité. Donc Cap Excellence regroupe 3 collectivités, 3 communes qui sont au cœur de l'agglomération, avec le poumon économique, avec le port et l'aéroport. Donc c'est très important qu'il y ait là aussi une stratégie. Elle est impulsée par les élus et la Caisse les accompagne. La Caisse des dépôts et consignations est déjà partenaire des villes membres de Cap Excellence, notamment sur les projets de rénovation urbaine. Elle intervient déjà avec Cap Excellence dans le contrat de progrès sur l'eau. Il s'agit plus largement, dans cette convention d'objectifs, qui préfigure d'autres conventions plus concrètes encore ultérieures, de voir les grands axes, les grands domaines dans lesquels Cap Excellence va contracter avec la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre pratiquement de toutes nos compétences, notamment éminemment sur notre plan pluriannuel d'investissement, qu'il s'agisse des investissements en matière d'eau, en matière de transport, avec le futur TCSP, en matière de déchets, avec concrètement déjà un certain nombre de financements de prêts sur l'acquisition d'un certain nombre de déchetteries, dans tous les domaines pratiquement de l'accompagnement du développement économique, transport, le développement numérique, tous les domaines de compétences éminemment dévolus désormais, renforcés par la loi Notary à Cap Excellence. Donc nous nous réjouissons de ce renforcement de partenariat concret avec cette grande institution qui est la Caisse des dépôts et consignations, avec leurs éminents représentants qui sont venus ici à Cap Excellence signer et contracter avec nous. Oui, et donc hier a eu lieu une réunion autour du projet RECAVA, Réseau caribéen de valorisation du cacao, visant à créer une dynamique autour de plusieurs acteurs de la filière cacao à l'échelle caribéenne. Un projet mis en œuvre par l'association Équitable et Durable en partenariat avec la CIRAD Guadeloupe et la coopérative agricole cacaoyère de commercialisation de la Grande Anse en Haïti. Le projet RECAVA est cofinancé par le programme Interreg Caraïbes pour un budget total de 288 118 €, dont 216 087 € au titre du Fonds européen de développement régional. Il se déroulera sur une durée de 2 ans, au cours desquels il est prévu d'encadrer 700 hectares de cacao et 750 planteurs et de créer environ une vingtaine d'emplois. Écoutons Betty Vainqueur et Dominique Martinez au micro de Kiskevi. On est là aujourd'hui pour démarrer le projet RECAVACAL, le projet de réseau caribéen de valorisation du cacao.
Donc nous avons réuni tous nos partenaires, le CIRAD, la CACOMA, la coopérative cacaoyère de commercialisation de la Grand'Anse. Donc le but du projet, c'est de mettre en place une filière de cacao bio-équitable en partenariat avec Haïti. L'objectif de ces premières formations qui auront lieu dans le cadre du projet Rekavaka est de former les producteurs de cacao d'Haïti et de Guadeloupe afin de les accompagner dans l'accroissement de la production de cacao. Donc l'idée est de relancer ces productions avec des cacaos qui sont des cacaos de niche. Donc pour arriver à avoir une forte valeur ajoutée sur cette production de cacao. On ne peut pas rivaliser avec des grands producteurs, des grands pays producteurs de cacao. On n'a pas les surfaces ni rien, d'accord. On n'a pas les coûts de la main d'œuvre, ne sont pas les mêmes. Donc l'idée c'est d'arriver à sélectionner des cacaos de très grande qualité et qui puissent ensuite être transformés dans des chocolats également de grande qualité pour avoir une valeur ajoutée sur cette production. En gros, avoir des marchés de niche et de luxe. Voilà, il est 13h16 dans le ZCL et on va les recevoir. C'est Emma. Emma est comédienne, on dit avec un ascendant corrosif. Et l'autre, c'est Thibaut, il est chanteur et aussi imitateur. Ils forment ce qu'on appelle un duo, c'était depuis 2012. Ils vont être en Guadeloupe, ils sont en Guadeloupe et ils sont en direct dans le ZCL. Bonjour. Bonjour. Alors, je commence par Emma, bien sûr. Quand on dit comédienne ascendant corrosif, ça signifie quoi concrètement sur les planches? Ah, ok. En fait, ça veut dire que moi, à la base, c'est vrai que j'ai une formation de comédienne classique. En fait, oui. J'ai joué dans pas mal de pièces, voilà, autant contemporaines que théâtre classique. Puis après, quand je suis passée à l'humour, au one-man show, j'étais assez attirée par l'humour piquant, l'humour corrosif. Voilà, j'aime bien un petit peu titiller, aller là où ça peut être un peu limite, mais tout en restant. Et Thibaut, lui, il est imitateur, chanteur. Oui, c'est ça. Alors, obligatoirement, on va vous demander d'imiter quelque chose. Oui, bah, c'est quelqu'un en direct. Il y a beaucoup d'imitations chantées dans le spectacle, c'est-à-dire que si vous venez nous voir dans le duo, vous allez retrouver aussi bien Johnny que Jean-Jacques Goldman, Charles Aznavour ou alors Henri Salvador. Johnny, ça donne quoi en fait, comme ça? Johnny, alors disons qu'il faut plus de la musique pour envoyer, voilà. Il faut vraiment faut chanter, mais après on peut faire plein d'imitations. Le président pourrait peut-être être avec nous, le président Macron. De la République. Oui. Alors Macron, vous allez voir, il a un regard un peu particulier, Macron, et il a une façon d'articuler qui, voilà. Mes amis, à toutes et tous, j'aimerais m'adresser à tous les illettrés et tous les fainéants qui nous regardent. Oui, mes amis, car en effet, ce matin, j'ai aperçu Dominique Strauss-Kahn qui était en train de se promener dans le parc des Mamelles. Et pour vous montrer ce que ça donne du coup le côté ascendant corrosif en parlant du président, mais écoutez, si un jour il vient et qu'il va se promener sur la soufrière, dès demain d'ailleurs. D'accord, oui, sur l'île de la Guyane, ça lui rappellera des souvenirs. Sur l'île de la Guyane, oui, comme il a dit. Il a dit que la Guyane c'était une île. Voilà, c'est ça. Et du coup, s'il vient se promener ici, eh bien, sur la soufrière par exemple, eh bien, au moins ce ne sera pas la première fois qu'il grimpe une vieille dame. Hein. Oui. Oh, c'est méchant ça. Enfin bon, petite pensée. Alors, ce duo, alors, vous faites du stand-up, ça dure combien de temps? Ça dure 1h15 le spectacle, donc c'est vraiment un mélange de stand-up, d'imitation, de sketch, de chansons, de parodies. Oui. Et on va vraiment sur le terrain de l'autre, c'est-à-dire que moi, au départ, je faisais pas du tout de sketch avec ma vraie voix, et Emma ne faisait pas d'imitation. Et dans ce spectacle, on a mélangé nos deux univers, et ça crée un duo. Un spectacle un peu hybride, un peu ovni. Et vous décortiquez pratiquement toute l'actualité comme ça, passez tout en crible sur le signe de l'humour. Tout à fait, on est vraiment basé sur l'actualité. Après, on a quelques sketchs qui sont quand même assez figés, mais on essaie de personnaliser un maximum. Donc, on s'inspire vraiment de tout ce qui bouge, la nouvelle scène française qui reprend tous les grands classiques. Ça nous inspire beaucoup, les nouveaux massacres de la nouvelle scène, aussi la partie politique, le cinéma. On se nourrit vraiment de ce qui arrive. On a même fait un sketch spécial pour la Guadeloupe que vous découvrirez avec un petit clin d'œil. Avec votre star locale. Francky Vincent, bien sûr. Ah, d'accord. Ah, vous connaissez Francky. Oui, on connaît bien en métropole. Donc, exactement, Francky Kiki, il a beaucoup de surnoms. Donc vous le verrez, il y a un petit clin d'œil à Francky Vincent dans le spectacle. C'est pas la première fois que vous venez aux Antilles, visiblement. Absolument. Vous connaissez un petit peu le paysage. Alors la Guadeloupe, c'est la première fois, mais on a fait une grande tournée dans les Antilles il y a 6 mois, puisqu'on s'est produit en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Barth. À Saint-Martin, que vous connaissez alors? Oui, alors avant l'ouragan, bien sûr. Voilà. Complètement. Et on avait joué à Sandy Ground. Et on a fait. Vous savez que Sandy Ground aujourd'hui, il reste
que le ground. Hein. Il ne reste plus que le ground, ouais. C'est un peu ground zero. Et bon, on a justement fait une soirée caritative en métropole il y a 2 semaines de ça pour récolter des fonds pour Saint-Martin. Pour les aider. En particulier pour Saint-Ground, justement. Il va falloir un jour que, vous savez, une fois les guignols de l'info avaient fait Chirac qui parlait créole. Alors ça veut dire qu'un jour il va falloir qu'on fasse un sketch. Chirac, ouais. Oui, Chirac. Chirac, vous savez, à chaque fois que je vois des Guadeloupéennes, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des papillons dans le bas-ventre. C'est vrai. Donc, Sodio et Makatuso, Thibaut Choupet, et après vous faites quoi, vous quittez la Guadeloupe, vous retournez là-bas en France? Alors là, on reste un petit moment en Guadeloupe quand même. On a beaucoup de chance puisqu'on est parti pour 5 belles dates ici. D'accord. Alors vous commencez à l'auditorium, il faut le dire. Alors on commence au Moule. Le 26 au Moule. Demain. Demain déjà. Ouais. Déjà demain au Moule. Au Moule. Le 27, c'est à Sonis que ça se passe, aux Abîmes. Le 28, donc cette belle date à l'auditorium de Basse-Terre. Ensuite, on fait une petite pause pour aller profiter quand même un peu de la Guadeloupe. Les Saintes, voilà, on va aller à Marie-Galante. Les Saintes, Marie-Galante, et on termine cette tournée le 10 novembre au Casino de Saint-François. Donc j'imagine que ce séjour en Guadeloupe va vous inspirer de nouveaux sketchs. Certainement, oui. Mais c'est vous allez écouter un peu la radio, regarder la télé. On se nourrit, on est arrivé exprès en avance. Vous êtes arrivé pour vous nourrir un petit peu. Exactement, quelques jours en avance, histoire de prendre un peu l'atmosphère et la température. De fortes chances que le sketch spécial Francky Vincent reste pour la version métropole. Oui. Ah bon, carrément. Oui. On va l'adapter. Il y a de quoi faire. Qui sait que vous l'avez déjà imité? Vous l'avez déjà rencontré? Non. On n'a jamais rencontré, mais on avait peut-être une idée à lui souffler s'il y a des gens qui nous regardent, parce que c'est vrai qu'il a fait le Tourment d'amour, qui est une chanson très connue de Francky Vincent. Et on a eu... que le Tourment d'amour au départ. Oui, c'est un petit gâteau. Un petit gâteau à base de farine et de noix de coco. On connaît toute la chanson, les paroles. Mais on a une autre idée. Je connais une personne ici qui adore les Tourments d'amour. C'est vrai. Oui. Alors on a une idée pour Francky Vincent. Il aurait pu faire une chanson sur le bokit. Oui, aussi. On a goûté votre spécialité. Vous avez goûté le bokit. Et il aurait pu faire le bokit, mais en 2 mots, vous voyez. Le bokit. Tu veux mon bokit? Oui. Je vais te le donner. On peut beau le kit, d'accord. Donc s'il nous écoute, Francky, voilà, il n'hésite pas. On a compris. En tout cas, on donne rendez-vous aux téléspectateurs, aux gens qui nous regardent, donc dès demain au Moule. Le Moule, c'est ça, à 20h. À Sonis, vendredi soir, et samedi à Basse-Terre. Ça va être à l'auditorium Jérôme Cléry à Basse-Terre. Exactement. Et on remercie JP de vous avoir organisé cette Absolument, on remercie vraiment JP. Voilà, c'est un plaisir de travailler avec lui. Voilà, il est vraiment super. Et c'est vrai qu'il y a des partenaires qui nous ont bien sûr aidés aussi, comme Marina Car, qui est le loueur de voitures sur la Marina du Gosier, qui nous soutient dans cette tournée. Qui était notre sponsor, qui met une voiture à disposition. Donc c'est important de remercier tout le monde. Bon spectacle, merci tournée. Merci. Et puis on espère vous voir en tout cas au moins à Basse-Terre, parce que je suis dans la région samedi. Je vais voir ça. Avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. Tout à fait. Voilà, il est 13h21. On continue à dérouler l'information avec Mendy. Oui, exactement. On va partir du côté donc de la ville de Lamentin, où dans le cadre de la mise en place du dispositif de soutien à la parentalité, le maire invitait la population au 5e rendez-vous des rencontres La Parole aux parents. Cette fois-ci, c'était sur le thème « Comment accompagner son enfant pour sa réussite scolaire ?» Une réunion d'échange et de partage entre parents qui était encadrée par un professionnel. C'était donc vendredi à la Maison des aînés de Lamentin. Un reportage signé Vianney Valverde. Ce soir, en ce début d'année scolaire, nous proposons aux parents de réfléchir, de discuter, de débattre sur comment ils peuvent être acteurs dans la réussite de leurs enfants sur le plan scolaire. Sur le thème de la scolarité, mais vu sur l'angle pas du professionnel scolaire, c'est-à-dire pas sur l'angle de l'enseignant qui va donner des conseils ou des outils. Alors il y a une enseignante qui va co-animer, donc elle va aussi emmener quelques éléments, mais l'important c'est de reconnaître que le parent se reconnaisse acteur dans l'apprentissage de son enfant. Donc ça se fait à différents niveaux, notamment au quotidien, dans ce qu'il va lui proposer et dans l'éducation, l'environnement, la manière dont il va le présenter au monde, tout ce qu'il va lui offrir, pouvoir lui offrir, va aider à cet apprentissage et à cette réussite quelque part, parce que ça va être les fondamentaux de la construction de l'enfant pour pouvoir l'emmener à être un meilleur élève en fait. Nous sommes dans les locaux de la Maison des aînés à l'occasion de la manifestation du soutien à la parentalité, une manifestation que la collectivité
du Lamentin a mis en place depuis 2016 maintenant. Et nous sommes à la 5e édition, nous dirons. Cette initiative est partie d'un constat que moi-même, jeune parent, j'ai fait. C'est qu'on peut se retrouver en tant que parent, même avec la meilleure des volontés, à rencontrer des difficultés en fait, face à l'éducation de ses enfants, face à comment s'assurer que mon enfant soit sur le bon chemin. Et parfois, on est seul confronté à ces questions. Donc l'idée, c'est de permettre à ses parents, autant que les enfants peuvent avoir un espace d'échange, l'idée c'est de permettre aussi à ces parents qui sont demandeurs, qui se questionnent sur quel est le rôle d'être, qu'est-ce que ça fait en fait d'être parent, qu'est-ce que c'est que d'être parent. C'est de leur permettre d'avoir cet espace d'échange, de partage, accompagné avec des professionnels pour pouvoir leur apporter. Pour moi, être parent, c'est avant tout, c'est une démarche volontaire. C'est avoir conscience qu'on a la responsabilité d'un être ou de plusieurs êtres, si on est parent de plusieurs enfants, et savoir que ces êtres ont leur propre destinée, ont leur propre parcours à construire, et nous sommes là pour les accompagner. Non pas pour leur dire vous ferez ci, vous ferez ça, mais pour prendre conscience qu'ils ont leur propre parcours à construire, et nous sommes là pour les aider, pour leur apporter tout l'amour, C'est désormais sur le ZCL.tv, vous le savez, sur RH Golden, mais maintenant sur le C10.fm, ça à 103, c'est notre radio maintenant désormais, canalisée à sa propre radio. Donc écoutez-nous, regardez-nous et appréciez cette tranche d'information. C'est l'heure de la publicité, on se retrouve juste après. Voilà, il est 13h30 retour sur le ZCL et aussi retour à l'antenne de C10 FM sur le 103 et RHT sur le 89.8. Mais tout de suite, avant de recevoir JP c'est l'organisateur, JP1, c'est l'organisateur du duo qu'on vient de voir. Tout de suite, un rappel des titres avec Keisha. Et donc oui, nous vous l'annoncions hier, une commission permanente de la région s'est délocalisée à Terre-de-Bain pour faire le bilan post-Maria. Le projet Interreg Recava a été lancé hier. Ce dernier vise à créer une dynamique de plusieurs acteurs de la filière cacao à l'échelle caribéenne. Et enfin, nous terminerons avec le déboulé sportif qui cette fois s'est tenu à Sainte-Anne. Une fois de plus, un succès. Les Sainte-Annais ont transpiré au son du cap. Voilà, merci donc à Kessia qu'on va retrouver avec Mendy pour le développement des sites. Mais là, on revient un petit peu sur l'actu culturelle avant de recevoir Martine et la nouvelle Martine, j'occupe votre talent. Et pour l'instant, on va parler avec JP. Bonjour. Bonjour. Alors, JP, habituellement, vous faites, il y avait quelque chose que vous faisiez devant la mairie avec les chaises. Oui, voilà, chaises en Nobel. Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Non, ça continue. Ça continue. Oui, nous le faisons le 2 décembre. Oui, c'est déjà prévu. C'est déjà prévu le 2 décembre devant la mairie. Le festival du Salon des créateurs, c'est ça exactement. Créateurs de l'art, dans tous les domaines, que ce soit la peinture, l'art de la rue, la sculpture, le théâtre, la danse, la musique. On recherche tous ces artistes innovants pour ces chaises en Nobel, ça permet de, comme c'est un tremplin pour propulser les artistes vers l'étranger. Tout à fait. Ou dans l'Hexagone. Alors, et entre-temps, vous organisez aussi la tournée du duo. La tournée du duo. Alors, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste du duo? Eh bien, j'ai reçu un coup de fil, comme ça. Emma m'a appelé en me disant qu'il cherchait un producteur. De regarder. Non, je ne connaissais pas. Et de regarder ce qu'ils font sur Internet. Oui. Alors j'ai été sous sa page Facebook et son site. Et j'ai bien aimé. Je me suis dit, tiens, ça peut être une autre opportunité pour nos humoristes de mélanger. Après le cyclone, on a envie de se défendre. Oui, on a envie de. Moi, je pense aussi qu'au niveau de l'humour, l'humour guadeloupéen est bien aimé. Mais pourquoi aussi voir, il faut élargir, voilà, c'est ça. Et je pense que ça va décoiffer, là. Décoiffer, déjanter même. Oui. Et donc, alors c'est une véritable tournée, il y a 5 dates quand même. Oui, voilà.
Et moi je m'occupe que cette date de Bastère, de Bastère. Ça va être le dernier spectacle. Et ça veut dire qu'au JPR, il y a autre chose déjà en prévision? Oui, bon, il y a Chez un Noubel, mais il y a aussi la Maison de l'Art à Bastère que j'ai transférée au 13 rue Pita, où l'inauguration n'est pas encore faite, elle va se faire au mois de janvier, mais on a déjà entamé tout ce qui est atelier pour les enfants et atelier pour les adultes. C'est un nouveau lieu, c'est plus grand, c'est dans un espace du patrimoine, parce que c'est où était la maison l'école de la deuxième chose, je ne sais pas si tu connais, en face de Orange. Tout à fait. Et c'est un beau lieu, oui. On l'a aménagé à notre manière. Alors ça veut dire quand même que la culture, les spectacles, etc. à Bastère, ça reprend un petit peu, ça reprend un peu. Oui, moi je pense que ça a toujours été là, mais que les gens ont été plus ou moins déshabitués à payer un spectacle. Moi, je vais dire ma constatation et ma conclusion, c'est que quand ils ont fait les Vendredis Pichons, Vendredi Pichon, c'était bien, hein, mais ça aurait dû être payant. Et on le faisait gratuitement. Alors les gens se sont mis dans la tête que tout est gratuit. Tout est gratuit, pourquoi j'irais payer? Dernièrement, j'ai fait Voukoum en concert. À l'auditorium? Oui, à l'auditorium. Ah oui, c'était full là-bas. Non, mais c'est ce que je pensais, que j'aurais fait full. Mais c'est que les gens, ils ont l'habitude de voir Voukoum dans la rue, alors ils te disent pourquoi j'irais payer. Et c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est hyper beau, hein, ce qu'ils font en salle. C'est vraiment différent, mais pour les gens, c'est ça. Et à Bastère, on a tendance à la main reste au fond du pantalon. Il va sortir pour payer, quoi. Des fois, il a servi pour autre chose. Alors, hier, on recevait le directeur de l'archipel, Girard Marou, qui nous disait la difficulté qu'il y avait pour relancer un petit peu, parce que l'archipel a été un peu fracassé par Maria, et beaucoup de spectacles ont été annulés. Et donc ce qui arrive là, le duo, ça tombe bien. Oui, ça tombe bien, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose qui se fait sur Bastère. C'est vrai que hier j'étais en train de distribuer des tracts et il y a des gens qui me disent oui, mais il y a rien à Bastère. Je lui dis mais voilà, il y a le duo. Alors pas dis-moi encore pas rien. Alors il y a ceux qui te disent ah oui, mais vous savez, j'ai déjà un truc sur Pointe-à-Pitre. Et pourquoi vous dites qu'il y a rien à Bastère? Voilà. Et d'autant plus que c'est curieux parce que les gens de Bastère viennent à Pointe-à-Pitre en spectacle, mais là on fait un spectacle Bastère. On a du moins descendre juste Bastère. Parce que c'est au bout du monde, alors il n'y a pas en français, il n'y a pas un spectacle en français. Mais Bastère, c'est juste Bastère. Et il y a pas pour un voiture pour descendre Bastère. Bref, en tout cas, JP, merci d'être venu. Oui, merci à la radio le 28, de m'inviter. Le 28 à Bastère, à l'auditorium. Et quand on a dit ça hier, voilà, au Chipel, ben là, nous nous que toujours besoin de force là. Merci. En tant que Bastille, oui, on a dit ça. Chauvinement, mais en tant que Guadeloupéen, journaliste guadeloupéen, je pense qu'il faut baliser aussi son force, à condition, Martine va le dire tout à l'heure, que Yuka ici organiser le spectacle à Yuka le même jour, n'est-ce pas Martine? On va en parler tout à l'heure. On revient vers une annonce importante, puisque vous savez que Mansoussou, c'est sa veillée ce soir, je crois. Le corps va arriver. Je signale en passant que demain, je passerai un document exclusif sur Mansoussou que j'ai recueilli de la part d'un cinéaste guadeloupéen que vous aurez le temps de découvrir, on en parlera. Mais Keisha, il y a un appel qui a été lancé. Oui, effectivement, nous le rappelons, un appel très important, puisqu'en effet, Marie-Guadeloupe cherche à rassembler 99 tambours afin de pouvoir créer une aide d'honneur pour Monsosso, si possible avant 14h. Bon, après, je pense que si c'est un petit peu après, du moment qu'on amène les tambours. Rendez-vous donc
à Jabouin, côté Casamance Soso, 99 tambours. Pourquoi? Parce que moi, Soso, j'ai 99 ans. Et donc, besoin 99 tambouillés, Vinfonred, honneur au Pouy. Ça va être un bon moment. Ce sera le numéro à noter. Oui, non, le numéro à noter, 0690 14 53 73. Je le répète, 14 53 73. Rendez-vous donc à Jabouin et Mansoso. Alors, rapidement, 13h38. Un dernier, non, pas de nouvelles avant. Oui, c'est Kessia qui continue l'information. Et je crois qu'on va lancer la parole aux parents, c'est bien ça? Non. Non, c'est pas ça. Non, on part à Sainte-Anne. On part à Sainte-Anne? Bon. Ah oui, pour le déboulé sportif. Voilà, tout à fait. Donc, en effet, ils étaient nombreux à Sainte-Anne. Ce week-end? Oui, ce week-end, pour un déboulé. Il s'adonnait à une marche dans un rythme carnavalesque, un déboulé organisé par l'association Terre de Champions. Ils avaient pour but de promouvoir l'activité sportive. Nous écouterons Mariette Madré, élue chargée des sports, qui nous dira plus sur cet événement. Reportage Michel Terrasse. Alors, le but de cette soirée, c'est quand même la convivialité déjà. Faire du déboulé, c'est du déboulé sportif. Donc, c'est sous le son de masse, ou sous le son du carnaval. Donc, on a fait de notre mieux pour faire l'échauffement au mieux avec mes collaborateurs, mes 4 coachs qui sont là. Donc, je vais laisser l'honneur aux demoiselles et aux femmes de parler. Voilà. Donc, l'idée, effectivement, c'est de faire les gens bouger au maximum. Donc, de promouvoir l'activité physique, mais tout en s'amusant. Donc, c'est le principe ce soir du déboulé sportif. Voilà. Moi, je m'appelle Chalkou Judy. Bon, en fait, je ne suis pas vraiment coach. Je suis athlète et je suis championne de France du 100 mètres 2017. Donc, je fais de l'athlétisme et donc, bon, j'essaie d'accompagner les coachs au mieux. Voilà. Voilà. Le déboulé sportif, alors c'est un concept de l'association Terre de Champions auquel nous avons favorablement adhéré justement, de permettre aux gens de venir faire du sport, de la marche sous un rythme soutenu qui est celui du carnaval, que ce soit le groupe Atimas qui a permis de faire l'échauffement et de faire la première partie en tout cas du circuit, et ensuite les groupes APO qui eux font vraiment les circuits avec les marcheurs, et peu importe leur niveau, c'est-à-dire que qu'on soit marcheur sportif ou qu'on soit un marcheur du dimanche, on peut participer au déboulé sportif. Et on espère vraiment que ce sera, que ça marchera tout simplement, que les gens vont aller s'inscrire, que les gens vont faire du sport plus régulièrement pour éviter tous les problèmes qu'on a actuellement de santé, que ce soit cardiovasculaire, que ce soit respiratoire, que ce soit le cholestérol, bref. À côté de ça, évidemment, il faut avoir une bonne nutrition, mais déjà, juste le fait de bouger, ce serait déjà pas mal. Après, manger, bouger, ce serait l'idéal. Voilà, nous sommes toujours en direct dans le ZCL et bien évidemment, le mercredi à cette heure-là, c'est le CSM, non, la CSM, avec une personne qu'on va découvrir. Tout de suite générique, on en parle tout à l'heure. Waouh, la pression monte. Le générique. Hello, bonjour, et salut Danick. Bonjour. Salut mesdames, on est de plus en plus nombreux sur ce plateau. C'est bien Martine. Hein? C'est Martine. Je vois bien que tu me regardes là et tu te dis il y a quelque chose de nouveau. J'ai comme l'impression qu'il y a du nouveau. Eh bien peut-être qu'il y a du nouveau, mais je ne dirai rien. Oui. Je n'en parlerai pas. Oui. Voilà. Vous avez qu'à trouver. Je ne pourrais même plus vous demander d'autographe. Je ne peux pas vous reconnaître dans la rue. Non, je ne me laisserai pas intimider. Je ne dirai rien. Vous n'avez qu'à deviner ce qui est nouveau. Et si vous ne l'avez pas deviné, vous attendez la fin de ma chronique pour en savoir un peu plus. Le vin nouveau est arrivé. Le vin nouveau, là, non. Et là, non, le vin nouveau n'est pas arrivé. Nouvelle est arrivée. Écoute, c'est simple. Je ne couperai pas les cheveux en 4. Oui. Je n'irai pas par 4 chemins, je vous le dis. Déjà, vous payez en 4. En pays rien. Voilà, je ne dévoilerai rien. Oui. Et tout à la fin. En tout cas, aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver, chers auditeurs, chers téléspectateurs, Danick, toutes ces nouvelles figures. Il y a une belle petite beauté là-bas, hein, elles se font concurrence. Elle s'appelle Kessia. Kessia, eh bien, bienvenue. Oui. Voilà, et puis vous avez vu, Mandy, son maquillage est terrible. Mais oui. Que une belle brochette de femme à tes coups. Regarde ce sourire. Pas à me plaindre, non, mais là, franchement, je trouve que trop, c'est trop. Comment il fait, mais je ne donnerai pas le secret. Ne donne pas ton secret, Danick. Non, jamais. Moi, aujourd'hui, figurez-vous, dans ma chronique, j'aurai que 2 sujets, mais ils seront suffisamment longs. Oui. J'aurais aimé vous parler peut-être d'Admiral T, son tour. J'aurais aimé parler... Admiral T. Il a pas notre
surnom, non? Ouais, ce que tu veux. Admiral Taboulou. Oh ouais, alors là, je ne veux pas parler de ça. Je l'ai rencontré à l'aéroport, on s'est fait la bise, on dit, ça fait un petit moment, nous pas vrai nous. J'ai pas eu le temps, il était... Et Air Caraïbes me dit, oh, il voyage tout le temps avec nous, Admiral, c'est admirable. On dit, ok. Bon, et puis il y a Tabou Combo. Figure-toi que les deux passent à la même date, le 28 octobre, 2 grandes salles en Guadeloupe, 2 grandes scènes, avec 2 grands artistes. Moi, j'avais envie d'aller à l'un ou à l'autre, je dis, j'irai à aucun. Parce que ça me fend le cœur. Tabou Combo, j'aimerais y aller, mais ça passe le 28 à 20h30 au hall Paul Chonchon, et Admiralty passe le 28 au Palais des Sports du Gosier. Arrangez-vous, les gars, c'est pas possible. Vous nous faites du mal en faisant ça, et vous vous faites du tort aussi, ainsi qu'aux artistes. Bref, donc, résultat des courses, c'est le combat des chefs ce vendredi, enfin ce 28. Ce samedi. Samedi 28. Donc, j'attendrai les commentaires. Voilà. C'est vrai que c'est des tranches d'âge différentes, mais quand même. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt une tendance. C'est en ce moment, au mois d'octobre-novembre, on délivre un prix qui s'appelle le Nobel. Oui. Le prix Nobel. Et donc, j'avais envie de vous en parler, prix Nobel de littérature en particulier, parce que je vais parler de celui-ci. Mais le prix Nobel, est-ce que vous savez, Danick, tu sais ce que c'est le prix Nobel? Quand même, hein, tout le monde sait. Hein. Mais je vais quand même rafraîchir la mémoire pour tout le monde, le prix Nobel. Eh bien, il vient d'un illustre personnage qui s'appelait Alfred Nobel, qui a créé ce prix en 1901. Et il l'a créé parce qu'il s'est dit, il a été un inventeur quand même qui avait énormément d'argent parce qu'il a créé quelque chose qui était un peu explosif. Il a créé la dynamite. Et oui, la dynamite, c'est fait avec de la nitroglycérine, c'est assez instable. Il a trouvé le mélange qu'il fallait, le mélange qui allait bien, qui est de l'argile, et il a fait les bâtons de dynamite. Depuis, ça a été extrêmement amélioré. Et cet homme a légué une fortune. Et cette fortune, il a eu l'idée de ne pas la laisser perdre. Il s'est dit, cette fortune va permettre de faire des récompenses de portée internationale dans différentes catégories, à toutes les personnes qui vont apporter un grand bénéfice à l'humanité pour que son invention ne soit pas qu'une invention de guerre. Il s'est dit, on va contrebalancer avec un certain nombre de prix pour des personnes qui auront donc apporté des grands bénéfices à l'humanité, mais également des améliorations dans différents domaines, de la connaissance, de l'œuvre littéraire, de l'impressionnisme ou en faveur de la paix, plus particulièrement. Voilà, c'était son vœu. Et savez-vous, parce que je vais le dire, savez-vous que cet homme avait une fortune considérable? Et ce prix, lorsqu'il est attribué, eh bien, la personne qui reçoit le prix Nobel de la paix, par exemple, reçoit 880 000 couronnes, enfin 880 000 euros. 880 000 euros. C'est la monnaie suédoise, ça. Alors, la monnaie suédoise, c'est la couronne. Oui. Donc, la valeur pour 2012, parce qu'on a baissé le prix qui était pharaonique, il était de 150 782 couronnes en 1901 lorsque le prix a été créé, et donc en 2012 donc les sages qui gèrent ce prix Nobel ont décidé donc de baisser la valeur de ce prix à 8 millions de couronnes, soit 880 000 euros, ce qui est quand même pas mal. Tout ça pour permettre que la personne qui reçoit ce prix puisse continuer à travailler lorsqu'il s'agit de découvertes, par exemple en chimie, qu'elle puisse continuer à travailler, à avancer dans ses recherches sans avoir de pression financière, donc la mettre à l'aise de ce côté-là. Donc ce prix est décerné en Norvège, il est décerné chaque mois de décembre, et ce prix donc a commencé en 1901, donc nous sommes aujourd'hui en 2012. On peut dire qu'aujourd'hui, pas 2012, 2017, on sait qu'aujourd'hui plus de 829 personnes ont été récompensées au travers de ce prix. Parmi ces 829, eh bien, il n'y a qu'une quarantaine de lauréates femmes. Oui, oui. Hein, 829 hommes, enfin 829 couronnés, et dedans il y a eu 3 Antillais quand même, 3 Caribéens. Oui, on va y arriver. Des hommes, donc 766, les femmes sont moins majoritaires, et 23 organisations unies. Donc voilà, des lauréates parfois très jeunes. L'une des plus jeunes, c'est Malala Yousafzai, âgée de 17 ans, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2014, avec également le plus vieux, qui était lui âgé de 90 ans. J'ai retenu juste pour ce prix Nobel quelques particularités qui sont intéressantes
à dénombrer. Par exemple, le comité de la Croix-Rouge a reçu le prix Nobel 3 fois, en 1917, en 1944 et également en 1963. Par exemple, Marie Curie, que tout le monde connaît comme ayant reçu le prix Nobel de physique, l'a reçu en 1903 et le prix Nobel de chimie en 1911. Enfin, d'autres noms encore reviennent, Pierre et Marie Curie ou Irène Joliot-Curie, qui eux aussi l'ont reçu ensemble pour Pierre et Marie Curie en 1903. Plus près de nous quand même, quelques personnalités que vous allez reconnaître, mais avant d'arriver à ces personnalités, savez-vous si on peut refuser le prix Nobel de la paix? C'est déjà arrivé. Oui, c'est arrivé très très peu de fois parce que personne ne refuse le prix Nobel, que ce soit le prix Nobel de chimie, de la paix ou physique ou littéraire. Et en tout cas, il y en a un qui l'a refusé, c'est Jean-Paul Sartre. Ouais. Qui l'a refusé, le prix Nobel de littérature. Trop tôt les photos en 1964 et puis contraint 3 hommes particulièrement durant la Grande Guerre allemande, enfin cette guerre-là, ils n'ont pas refusé de le recevoir, mais en tout cas on leur a interdit, c'était le Reich qui leur a interdit de récupérer leur prix. Et bien à la Libération ils ont été les rechercher. En tout cas on sait que l'année dernière c'était un chanteur qui a reçu le prix Nobel. Bob Dylan, qui l'a reçu. Et là, j'avais envie de vous parler de quelques-uns qui nous ont marqués, sans doute, et que vous reconnaîtrez. Par exemple, en 1984, l'archevêque noir anglican, Desmond Tutu, qu'on vient de voir passer là, d'Afrique du Sud, qui s'est vu attribuer le prix Nobel de la paix, le voilà, pour son rôle de leader dans une campagne anti-apartheid. En 1933, le prix Nobel de la paix toujours a été attribué à Nelson Mandela, conjointement, qui était un symbole de lutte, tout le monde le sait, contre l'apartheid, et futur président, chef d'État également. Ensuite, nous avons, j'en ai retenu encore un, en 2001, le prix Nobel de la paix a été attribué à l'ONU, conjointement, avec le secrétaire général Kofi Annan. Et puis, en 2010, une personnalité que nous avons tous rêvé de toucher, nous les femmes peut-être, parce qu'il avait beaucoup de style, il descendait bien des escaliers. Barack Obama, un poivre et sel qu'on rêve tous d'avoir à nos côtés. On se demande ce qu'il fait maintenant de son temps libre, mais en tout cas, il a l'air d'être bien occupé. En 2011, le prix Nobel de la paix est décerné à une présidente, cette fois-ci libérienne, Ellen Johnson, première femme et compatriote africaine qui reçoit qui reçoit ce prix conjointement avec la yéménite Tawakkol Karma. Voilà pour ce prix Nobel. Je voulais juste dire un mot sur le prix Nobel de littérature qui a été attribué cette année à un Japonais pour son œuvre. C'est bien, si j'ai encore 3 minutes, même pas. Non, même pas. 1 minute. Eh bien, agenda, sorti, toujours le mois du créole, ça va vite. Festival Bleu Outre-mer, c'est la seconde édition du 25 au 29, c'est encore en cours en ce moment. Je vais vous parler, par exemple, ce soir, vous allez avoir un concert avec Elena Lumino et c'est toujours au Mémorial Act, 20h. Vous aurez également un concert le 27 avec Sylvia Sedia, qui vient de Cayenne, c'est une Guyanaise. Et puis le 27, Funkika, donc un groupe musical constitué de femmes qui se tiendra toujours au même endroit. Et j'ai une dernière petite chose dont je souhaite parler, si vous le permettez. Vite. Alors, 30 secondes. À midi minuit pour les amis du PCG et... Oui. C'est indispensable d'en parler. Et de l'étincelle le 4 novembre, oui, c'est vrai, il faut leur donner ce petit coup de main avec le groupe 440. Ça se fait en Canela. Oui. Et puis sport avec quand même une classe à Port-Louis qui fait les foulées du sport, ça se tiendra à Beauport, au pays de la Canne. Les foulées du sport, c'est le 24 novembre, c'est encore loin, j'y reviendrai, mais c'est intéressant. Et puis surtout, je l'ai dit, vous l'avez reçu, le duo, je ne vais rien dire de plus. Et puis la dernière photo, voilà, pour le fun. Vous avez remarqué. Martine, attends, il y a 2 photos encore, et ça y est, c'est fini. Merci. C'est le avant et le après. Où ils sont, le avant et le après? On les verra la semaine prochaine, Martine. Le voilà, le avant. C'est moi avec mes cheveux longs. Oui. Je vous l'ai dit, j'allais couper, c'est moi avec mes cheveux courts maintenant. Okay. Et donc, on va continuer à progresser. Vous m'avez reconnu? Donc, c'est bien, Martine. Merci, Martine. Il est 13h52, on va déborder, c'est évident. Aujourd'hui, on va parler, on va rentrer dans la rubrique Com avec Véronique. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, Véronique? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de slogans publicitaires. Oui.
Qu'est-ce que c'est un slogan publicitaire? Voilà, c'est la première question qu'on a envie de se poser. C'est quoi un slogan publicitaire et surtout à quoi ça sert? Alors, le slogan publicitaire, en fait, c'est cette toute petite phrase que l'on va retenir et qui sera associée au logo de l'entreprise et à sa marque. Le slogan sert en fait à accompagner le message publicitaire et à positionner la marque. Il sert aussi à décliner l'identité de la marque, c'est-à-dire ce que vous êtes, ce que vous faites et aussi ce que vous proposez comme offre, comme produit. Le slogan sert aussi à vous distinguer de ce que fait votre concurrent. Et surtout parce qu'il va incarner les valeurs de votre entreprise, il va diluer votre état d'esprit, c'est-à-dire ce qui vous anime, les valeurs qui vous portent et que vous voulez partager avec votre public. Le slogan, en fait, il s'associe à la marque dans l'esprit du consommateur. Donc, on verra tout à l'heure quelques exemples. Quand on verra juste la phrase d'accroche, on saura tout de suite qu'il s'agit de votre entreprise. Voilà, donc c'est important qu'une entreprise puisse avoir son slogan pour se distinguer de son marché, pour mettre en valeur son produit, pour mettre en valeur ses services. Alors, est-ce qu'il y a des exemples célèbres de slogans de baseline, comme on dit dans le langage publicitaire? Oui, il y a quelques exemples qui ont retenu notre attention. Si je vous dis, par exemple, « Parce que je le vaux bien ». Je demande à Mendy. L'Oréal. L'Oréal, voilà, ça a marché. Voilà, effectivement, L'Oréal, c'est l'un des plus vieux slogans, puisque l'année prochaine, ils vont fêter 45 ans. Oui, 45 ans que ce slogan existe et que depuis 2011 on constate qu'ils font quelques déclinaisons. Ils mettent par exemple, ils disent parce que vous le valez bien, parce que nous le valons bien, mais la racine même reste identique, parce que je le vaux bien. D'accord. Il y a aussi un autre slogan qui a retenu notre attention, plus jeune que L'Oréal, mais toujours aussi âgé. Je vous dis par exemple Just Do It. Martine, just do it. Just do it. La réponse est dans les baskets? Oui, oui, presque. Alors, vous voulez, Martine? Oui, c'est une petite Nike. Voilà. Voilà. Nike. Effectivement, aujourd'hui, vous verrez sur le logo qu'il n'est même pas nécessaire de noter Nike, puisque la petite virgule parle d'elle-même, le slogan Just Do It. C'est comme ZCL, quoi. Dès qu'on voit ZCL, on sait que c'est l'information. C'est Zoro. Oui, c'est Zoro. Voilà. Merci. Oui, donc ça s'associe en fait. C'est important que ce slogan puisse s'associer dans l'esprit du consommateur à votre marque, à votre image. Plus local quand même. Oui, plus local, plus proche de nous. Ouais. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est pas RHT, ça. RCI, c'est la vie. Voilà, exactement. C'est pas Canal 10 non plus, ça. Oui, on passe. Exactement. On passe. C'est la vie. Oui, c'est un slogan également qui change de police de caractère, mais qui reste immuable. Oui. Et c'est un slogan qui a été mis aussi en chanson. Ah bon? RCI, c'est la vie. Oui. Voilà. Donc c'est exactement, merci. Donc on peut aussi mettre son slogan en musique pour marquer les esprits et pour que on puisse se souvenir le plus longtemps de cette petite phrase pour qu'elle puisse marteler les esprits. Et le dernier exemple, et celui-ci n'est rattaché à aucune entreprise, n'est rattaché à aucun produit, et pourtant c'est un slogan qui a marqué. Il a fonctionné? Ça a fonctionné. Ah bon? Ça a très très bien marché. Et si je vous dis... Il a fait les gens marcher. Et ça a fait les gens marcher aussi. La Guadeloupe, c'est en nous. Exactement. Oui, elle a trouvé. Elle a trouvé, c'est très bien. La Guadeloupe, c'est en nous. En 2009, on s'en souvient, dans les rues de Guadeloupe, lors du mouvement social en 2009. Et ce slogan est vraiment rattaché à... une volonté en tout cas de dévoiler notre identité guadeloupéenne. Tout à fait. Voilà. Donc, ce sont les exemples dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Et comment faire pour qu'un slogan demeure? Enfin, il y a des clés, enfin, je sais pas.
Alors, le slogan, en fait, pour qu'il puisse marquer les esprits, effectivement, il faudra qu'il soit conçu d'une façon particulière, d'une façon intelligente, on va dire. C'est vrai que sur le net, on va trouver des sites qui vont vous proposer de créer gratuitement pour vous un slogan. Méfiez-vous. Ils ne sont pas toujours fiables. Mais seulement, rien ne vaut une réunion avec vos équipes, un brainstorming, où vous allez pouvoir... Brainstorming. Oui. Brain, c'est cerveau. Cerveau, oui. Où des cerveaux, des intelligences vont se rencontrer pendant une séance de travail pour pouvoir dégager la phrase qui va plus se rapprocher de votre ADN, de l'ADN de votre marque. Donc, le slogan, il doit être en fait bref, il doit être original et il doit être frais, pour que ça puisse marquer les esprits, pour attirer l'attention, pour rester dans les mémoires. On doit l'associer instinctivement à l'image de votre entreprise. Il doit caractériser en fait l'originalité, et votre slogan, comme je le disais tout à l'heure pour RCI, peut être mis en musique. Votre slogan doit être également pertinent, c'est-à-dire il doit être lié à l'activité de votre entreprise. Il doit être en adéquation avec votre produit, avec le service que vous proposez. J'ai trouvé un petit exemple qui m'a paru justement, celui-ci n'est pas pertinent, il est impertinent. C'est pour vous montrer l'importance de prendre ce temps pour réfléchir. Ça coule de source. C'est un slogan qu'on a tenté de lancer, mais qui n'a pas fait son chemin tout simplement parce que... Il a coulé. Il a coulé, oui, parce qu'il est associé. Il est associé à une marque de tampons et de serviettes hygiéniques. Donc, c'est pas très décent. C'est pas très décent. Oui, voilà. Vraiment. Donc, là aussi, mise en garde, faites gaffe pour que votre slogan ne soit pas impertinent, justement. Merci, Véro. On se retrouve quand? Alors, on se retrouve le 28. J'avais encore une autre phrase. Une dernière. Oui, un dernier point à évoquer avec vous concernant l'impact que ça peut avoir quand on choisit bien son slogan. Comment ça peut se répercuter sur votre activité. On a vu tout à l'heure l'exemple de Nike avec son Just Do It. Oui. Alors, au moment du lancement de ce slogan en 1988, la marque est passée de 18% de part de marché à 43%. Quand même. Voilà, donc c'est pas négligeable. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien concevoir son slogan si on veut accroître sa part de marché. Aussi, un autre impact que le slogan peut avoir, c'est l'augmentation de votre capital sympathie, l'augmentation de votre notoriété, tout simplement. Donc, parce que si vous le concevez bien, si vous concevez un slogan pertinent, un slogan bref, original et frais, il parlera forcément au cœur du consommateur. Voilà, ça me parle au cœur. Bien, ben écoutez, si besoin d'un slogan pour le ZCL, on pensera à vous, Véronique. On peut dire Véro Nike, Just Do It. Véronique. Ouais. Véronique, merci. En tout cas, il est 14h et on a encore deux petites infos à dispenser. Je ne sais pas si c'est Mendy ou c'est Kessia qui clôture ou bien on rappelle les titres, parce qu'il est 14h. Un rappel de la vigilance? Oui, au moins. Alors oui, nous le rappelons, maintien de la vigilance jaune pour fortes pluies et orages sur notre archipel. La fin de cette vigilance est prévue pour ce jeudi. Sont attendues des périodes de longues accalmies alternant avec des passages pluvieux, voire orageux. Le risque de fortes averses étant plus élevé vers la mi-journée et cette nuit de mercredi à jeudi. Si vous avez raté ce ZCL, je vous rappelle très rapidement que la commission de la région a été organisée hier à Terre-de-Bas. On a voté près de 2 millions d'euros pour Terre-de-Bas afin de financer l'ensemble des projets. Il y a eu la signature à Cap Excellence et de caisse de dépôt. Le lancement aussi du projet Interreg Recavaca. Il s'agit de la valorisation du cacao. Et si vous l'avez raté, je vous le dis, premièrement à 14h, on vous attend avec votre tambour devant Potaman Soso. C'est à Jabouin. Sinon, on a reçu le duo Emma Catuzo et Thibaut Chopin seront le 28 à Basse-Terre. Et puis Martine était avec nous pour son CSM, sa CSM on devrait dire. Et on a terminé avec le slogan de Véronique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous serons en direct demain
Guyane, puisque le président de la République française sera là-bas et notre correspondante pour la circonstance, ce sera Francette Rosamond. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Sinon, bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. Et puis, vous êtes à ZCL parce que vous le valez bien.